Ça commence bien. Attendez une minute, mes diapos ne tournent plus. Ça y est. Alors, qui sommes-nous? La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées a été créée en 2010 dans le cadre du premier plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du gouvernement du Québec. Elle a été renouvelée en 2017 pour un autre 5 ans et c'est une des 52 mesures du plan d'action. Le tout est financé par le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec et on les remercie profondément. Notre mission à la Chaire, c'est vraiment de produire des connaissances dans une perspective voulant nous amener à non seulement mieux comprendre la maltraitance, mais aussi pouvoir la contrer. Nous travaillons selon 4 axes de recherche. Alors, 4 axes, pardon. D'abord, la recherche, évidemment, puisque nous sommes une chaire de recherche. Ensuite, tout ce qu'on appelle la diffusion scientifique ou la diffusion des connaissances. Ensuite, la formation et finalement, et non le moindre, l'importance pour nous de partager nos connaissances, donc de faire du transfert vers différents types de publics. Et une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de le faire. La chaire de recherche a été octroyée à l'Université de Sherbrooke et elle est sise au Centre de recherche sur le vieillissement, qui est lui-même dans le CIUS de l'Estrie-FUS. Vous voyez la photo au bas de la diapo, c'est une photo qui m'est particulièrement importante. Elle date de 2016, c'était aussi le 15 juin. Cette journée-là, j'avais le plaisir de donner une conférence à Adélaïde, en Australie. Et cette fois-là, il y avait tout un accent qui était mis sur comment on peut rejoindre, entre autres, les aborigènes. Donc, cette photo-là nous montre avec Brian au milieu, Brian qui est un aborigène très engagé dans la lutte contre la maltraitance. Et tout ça traduit vraiment des valeurs de la chaire où, à travers les années, on a mis beaucoup d'accent sur le genre. On met des accents sur la diversité des personnes âgées parce qu'elles ne forment pas un groupe homogène. Donc, la question pour nous des variables culturelles est très, très importante. Donc, je vous le disais tout à l'heure, 15 juin, c'est une journée qui nous revient à chaque année, dans laquelle on veut vraiment donner plus de visibilité au problème social qu'est la maltraitance envers les aînés. C'est donc l'occasion de partager des informations sur la maltraitance. C'est aussi l'occasion de faire de la promotion de ressources, de parler des différents services, et tout ça est toujours dans une grande finalité, c'est-à-dire de contribuer à une amélioration de la sécurité et du bien-être des personnes âgées. Donc, les gens se demandent pourquoi le 15 juin. En fait, c'est une initiative importante du Réseau international de prévention de la maltraitance envers les aînés, donc en anglais, les INPA, International Network for the Prevention of Elder Abuse. Et tout ça a été reconnu grâce à l'Organisation mondiale de la santé et à l'ONU. Cette année, comme je vous l'ai dit brièvement en introduction, on vit des choses particulières, on vit des choses difficiles. Particulièrement, les aînés ont vécu beaucoup de choses difficiles et on a vu qu'à travers le monde, il y a une attention qui a été donnée aux personnes âgées. Bien sûr, on a parlé du plus grand nombre de décès parmi cette population. On s'est aussi beaucoup préoccupé des différentes fraudes ou des différentes supercheries qui peuvent viser des aînés. On a parlé de l'isolement social parce que dans toutes les mesures de prévention, c'est-à-dire la distanciation physique ou la distanciation sociale, ça a eu des effets particuliers sur tout un chacun, mais de façon encore plus serrée ou plus probante chez nos personnes âgées. On a parlé du respect des droits des aînés et on a aussi parlé évidemment de tout ce qui se passe en termes de soins, de soutien, de services, que ce soit pour les aînés à domicile, des aînés dans les milieux d'hébergement et tous ces aînés qui vivent dans des milieux collectifs de vie, c'est-à-dire ici, par exemple, au Québec, les résidences privées pour aînés. Donc, des milieux dans lesquels il y a plus de personnes âgées, dans lesquels ça a créé de l'interaction, puis ça a créé aussi des enjeux de différentes formes de gestion. Donc, l'accent, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment parler de la demande d'aide et en fait, c'est de se dire qu'il faut en parler. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la sagesse des personnes âgées. Il y a quelques mois, dans un groupe de discussion qu'on faisait avec des personnes âgées, comme animateurs, on parlait de la demande d'aide. Et c'était très drôle parce que dans le fond, il y a une dame qui nous a interpellés et qui nous a dit, dans le fond, quand vous nous dites demande d'aide, dans le fond, ce que vous nous demandez, c'est tout simplement d'en parler. Alors oui, on n'en parlera jamais trop. Et quand on est
témoin ou encore qu'on est la cible de maltraitance, c'est important. Le premier geste, c'est d'en parler parce qu'on ne peut pas se fier que d'autres vont nécessairement pouvoir l'observer. La présentation d'aujourd'hui s'appuie sur un projet que nous avons complété en 2019. Ça a été un très beau projet de partenariat avec un organisme communautaire de lutte contre la maltraitance envers les aînés qui s'appelle Dira Estrie, que je remercie profondément. Et je remercie aussi notre coordonnatrice de ce projet-là, qui était Caroline Pelletier, qui a mis beaucoup d'énergie. Au final, nous avons produit 2 guides de pratique. Un premier pour des gens qui sont des administrateurs dans des organismes où on développe des activités de sensibilisation et un deuxième pour les gens qui vont sur le terrain et animer ces activités-là. Les 2 guides sont disponibles sur le site Internet de la chaire. Je vais vous donner la référence à la toute fin de ma présentation. Vous pouvez donc les télécharger en français ou en anglais. Dans ce projet-là, on a vraiment voulu saisir les freins et les leviers à la demande d'aide pour qu'ensuite on puisse bonifier les activités de sensibilisation en étant conscient de ce qui pouvait justement influencer le comportement des gens dans leur demande d'aide. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, il me restera une vingtaine de minutes à peu près puisque je veux vraiment qu'on ait du temps pour discuter ensemble. C'est de parler d'abord de quelques faits incontournables en ce qui concerne la maltraitance envers les aînés, de mettre un accent très fort sur justement tous les freins et les leviers à la demande d'aide, ou tout ce qui peut constituer un obstacle ou un facilitateur de la demande d'aide. Et évidemment, on va se laisser en parlant de qu'est-ce qu'on peut faire et où on peut aller, soit comme intervenant, soit comme proche, mais aussi comme personne âgée qui serait elle-même maltraitée ou comme personne qui serait témoin de maltraitance d'une situation de personne âgée. Alors, allons-y d'emblée avec les faits importants. Premièrement, je pense que c'est important de revenir sur la définition de la maltraitance envers les aînés. On n'en parlera jamais trop parce qu'encore, on sent qu'il peut y avoir des hésitations. S'assurer donc qu'on ait tous le même langage. Donc, quand on parle de maltraitance, on dit que c'est un geste singulier ou un geste répétitif ou une absence d'action appropriée qui se produit au sein d'une relation dans laquelle il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne âgée. Et au Québec, on s'est appuyé donc sur cette définition-là qui nous vient de l'Organisation mondiale de la santé de 2002. Et on y a rajouté une petite phrase qui dit que la maltraitance, il faut le préciser, ça peut être fait de façon délibérée ou non. Donc, quand on parle de gestes singuliers ou répétitifs, on parle de quelque chose qui se produit une seule fois ou de façon répétée. L'absence d'action appropriée, on parle plus de négligence qui aurait dû être fait. Et le cœur de la définition, c'est à la fois la question d'une relation dans laquelle il y a une confiance présumée, pas toujours vérifiée, et surtout les conséquences que ça laisse chez les personnes âgées. Comment ça se décline la maltraitance? Alors, au Québec, on a une approche plus particulière déjà depuis 2015 où on a un comité de terminologie pour travailler sur l'évolution de la définition, pour s'assurer qu'à la fois les gens de la recherche, les gens de la pratique, les gens du ministère, les gens de différents services, entre autres la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qu'on ait un regard global et qu'on parle d'une même voix pour définir la maltraitance, donc la reconnaître et y réagir par la suite. 2 formes. La maltraitance, ça peut être de la violence, ça peut aussi être de la négligence. Et tout ça se traduit en 7 types. Psychologique, physique, sexuel, matériel ou financier, la violation des droits humains, de la maltraitance de type organisationnel et aussi de l'agisme. Alors, vous voyez, c'est particulier au Québec, entre autres, de reconnaître l'agisme comme un type de maltraitance, comme la violation des droits, parce que souvent, l'agisme, entre autres, c'est plus considéré comme un phénomène social qui est un peu un terreau fertile à la maltraitance envers les aînés. La grande question souvent qu'on me pose, c'est quelle est l'ampleur du problème? Les chiffres que je vais vous donner dans quelques secondes proviennent d'une méta-analyse internationale. Une méta-analyse, ça veut dire qu'on a comparé les données qui venaient de plusieurs pays. Pour ceux qui sont plus particulièrement du Québec et qui souhaitent avoir des données québécoises, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une étude de prévalence de la maltraitance qui a été conduite dans la dernière année et les résultats devraient sortir sous peu. Donc, ce matin, je ne vends pas des punchs sur les chiffres du Québec. Je vous dis restez à l'affût.
Mais sur le plan international, il y a quand même des collègues qui nous ont dit en 2017 que chaque année, donc au cours des 12 derniers mois, pour les gens qui vivent à domicile, une personne aînée sur 6 vivrait de la maltraitance. Alors, une personne sur 6, c'est 15-16% de la population. Donc, vous voyez que ce n'est pas banal. Pour ce qui est de la maltraitance en milieu d'hébergement, je n'ai pas mis de chiffres parce que les données sont un peu contradictoires. On n'a pas vraiment d'études de prévalence. Par contre, on a des études qui nous disent que des intervenants admettent avoir été témoins ou même dans un certain nombre de cas, avoir été violents ou négligents. Et ça, dans des pourcentages qui peuvent être très, très élevés, jusqu'à 50% et même plus. Donc, il y a des préoccupations sur le milieu d'hébergement, mais on a moins bien cerné le problème. Alors, on arrive au cœur de notre exposé de ce matin. Quels sont les freins et les leviers à la demande d'aide? Je vais commencer par une citation qui nous a été dite par un homme âgé dans un de nos groupes de discussion. Il nous a d'abord parlé d'un frein en disant « mais on a peur que ce sera pire si on dénonce ». Il dit « vous savez, de dire que quelque chose, est-ce qu'on n'entraînera pas une conséquence plus négative? Si je parle, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont me suivre dans le fait que je dénonce? Est-ce que je vais être jugée d'avoir dénoncé? Est-ce que les gens vont penser que je commence à être sénile? Est-ce qu'ils vont penser que ce n'est pas vrai? Que peut-être que je ne suis pas tant que ça maltraitée? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que dans une seule phrase, monsieur nous a nommé un bon nombre de freins. Enfin, ce qu'on sait, c'est que pour les gens qui seraient la cible de maltraitance, donc qui seraient eux-mêmes maltraités, il y a quand même une série de facteurs que l'on peut regrouper. D'abord, il y a toute la question de la protection des liens familiaux, où on pense à la crainte de conflit, la crainte de rupture de liens, aussi la crainte de causer du tort à la personne maltraitante. On pense aussi à la peur des conséquences ou des représailles, donc que ce soit pire après. On pense à la honte, la gêne, la culpabilité, donc la peur du jugement, puis se sentir même coupable pour certaines personnes de ce qui leur arrive. Les gens nous parlent aussi de leur manque de capacité, soit qu'ils ne sentent pas l'énergie physique, mentale, soit qu'ils ne connaissent pas vraiment un entourage qui pourrait les soutenir et qui, à ce moment-là, n'auront pas le petit moteur qui leur permet d'aller demander de l'aide. Et finalement, c'est très important, la méconnaissance de ce que c'est la maltraitance. Ce n'est pas pour rien que ce matin, on a recommencé à en donner une définition, mais aussi toute la méconnaissance des ressources et de savoir si ce sont des ressources auxquelles elles peuvent faire confiance. Les témoins de maltraitance peuvent aussi avoir peur de représailles si jamais ils parlent, peur pour eux-mêmes, mais aussi peur pour la personne qui serait la cible. Ils ont aussi souvent des doutes liés, entre autres, au manque d'informations en se disant « j'aime pas trop ce que je vois, mais est-ce que c'est vraiment de la maltraitance? » Ils peuvent avoir un refus d'interférer dans la situation et ils peuvent aussi avoir une perception plus négative des services et de ne pas avoir confiance, donc d'hésiter avant de s'adresser aux services qu'ils connaissent plus ou moins. Je donne encore la parole à un homme âgé qui va nous parler ici plus des leviers à aller chercher de l'aide. Il nous dit, je pense qu'en voyant une situation de maltraitance et que je me disais que c'est dangereux, j'appellerais la police. Et parce que je me dirais que ce serait ça la bonne chose à faire. Mais vous savez, des fois, on est un peu hésitant. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est un ami ou quelque chose du genre, vous ne voulez pas vraiment interférer dans sa vie, mais à d'autres moments, on se dit, c'est ça qu'il faut faire. Je dois donc faire une demande. Tout ça m'amène vers les facilitateurs à la demande d'aide ou les leviers à la demande d'aide. Alors, les gens qui sont la cible de maltraitance nous ont dit qu'un des premiers leviers, c'était vraiment d'avoir atteint un point important dans leurs limites personnelles, de dire « j'en ai assez, je ne peux plus vivre ça, c'est trop important ce qui m'arrive, je ne peux pas laisser aller ».
Les gens nous ont aussi dit qu'un des importants leviers, c'était de savoir ce que c'est la maltraitance, donc de connaître la définition, mais aussi d'avoir entendu parler des ressources. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va parler des ressources à la fin. C'est aussi la conviction d'avoir accès à un soutien de qualité et à des services d'accompagnement. Et un soutien de qualité, c'est pas juste un soutien qui est un soutien de la part de services formels, donc d'intervenants. Ça peut être un soutien de proches. Donc, je pense que tout un chacun, on a un rôle à jouer quand quelqu'un s'ouvre à nous, qu'il nous dévoile une situation et qu'on réalise que la personne nous parle de maltraitance. Ça peut aussi être des bénévoles, donc c'est très large, des proches, des bénévoles, des intervenants, différents types de milieux. Les gens nous ont aussi dit que ça dépendait de leurs caractéristiques personnelles. Et entre autres, autant tout à l'heure, je vous disais de ne pas se sentir assez d'énergie, ça pouvait être un frein. Mais les gens qui disaient, bon, ben là, moi, je sens que j'ai l'énergie, j'ai ce qu'il faut, je suis capable de me battre et je m'embarque. Et le dernier point, mais non le moindre, ces dernières années, on parle énormément d'empowerment, mais les aînés eux-mêmes nous en ont parlé en disant, je demande de l'aide ou je vais demander de l'aide parce que je veux regagner du pouvoir sur ma propre vie. Chez les gens qui sont témoins de maltraitance, dans les principaux leviers, c'est de savoir ce qu'est la maltraitance et de reconnaître donc la situation et d'avoir une bonne idée des ressources où elle est. Les gens nous disaient aussi que ça allait beaucoup en fonction de leurs valeurs et de leurs croyances, en disant, dans mes valeurs, je ne peux pas laisser quelqu'un être mal pris dans une situation, je me dois au moins d'aller vers elle et de dire, est-ce que tu veux m'en parler? Est-ce qu'éventuellement je peux t'aider? Donc, on entend ici que ce n'est pas la volonté nécessairement de faire quelque chose à la place de l'autre, mais c'est vraiment d'être en soutien, en accompagnement à quelqu'un et de voir de quel type donc, de soutien cette personne-là a besoin. Et le dernier point pour les témoins qui facilite la demande d'aide, c'est vraiment leur propre jugement qu'ils vont avoir sur la gravité de la situation. Donc, on comprend ici que plus les gens vont considérer que la situation est grave, et je vous dirais même plus ils vont considérer que la situation perdure, plus ils vont se sentir justifiés de demander de l'aide et donc d'aller vers la personne pour faire cette demande d'aide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et où devons-nous aller? Je pense que la première question pour des gens, c'est de savoir à qui en parler. Hein? Parce qu'on l'a bien dit au départ, notre motto aujourd'hui, c'est de dire il faut en parler. Donc, à qui il faut en parler? Et nos différents projets de recherche, pas juste le projet d'AMIA, mais d'autres projets de recherche, nous montrent que dans le fond, avant même de faire une demande d'aide formelle, les gens vont s'ouvrir dans leur réseau informel. Donc, on parle ici de toute l'importance de la famille, des amis. Ça peut être des gens que les personnes âgées vont fréquenter dans des associations d'aînés. Par moment, ça peut être des personnes qui ne s'attendent pas du tout à avoir une confidence, qui peuvent recevoir la confidence. Donc, ça nous dit l'importance que chacun sache ce qu'est la maltraitance et que se place dans une position d'écoute. Parce que avant d'oser en parler, souvent les gens ont attendu plusieurs mois, plusieurs années. Et il y a même certaines personnes en entrevue, je pense à un projet de recherche en particulier, qui nous disaient que c'est en complétant des questionnaires dans le projet de recherche, je parle entre autres du projet d'AMIA, et en voyant la nature des questions qu'on leur posait, qu'ils ont réalisé qu'ils avaient des situations de maltraitance qu'ils avaient vécues dans leur passé sans jamais y mettre le mot. Donc, s'ouvrir en sachant que les gens vont rarement utiliser le mot maltraitance, peut-être même pas le mot violence, le mot négligence, mais qui vont nous décrire des situations dans lesquelles on sent bien que c'est de la maltraitance qu'ils ont vécue. Il y a aussi, dans les cas de grandes urgences, des services qui peuvent être ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Évidemment, les urgences hospitalières, on pense à la police, il peut y avoir différents types de services. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers ces services-là. Il y a aussi, dans plusieurs pays du monde, des lignes d'aide. Donc, des lignes d'aide qui peuvent être des lignes très générales sur les services de santé, les services sociaux.
Ça peut être des lignes d'aide plus spécialisées sur les personnes âgées, les services, mais aussi de façon encore plus spécialisée, des lignes d'écoute et des lignes d'aide sur la maltraitance envers les aînés. Et je vous reviendrai tout à l'heure avec un exemple précis au Québec. Et je pense que pour moi, le plus important, et ça me rejoint comme chercheur, mais aussi comme formatrice, c'est de s'assurer que nous avons des praticiens dans les différents milieux qui ont été formés à reconnaître ce qu'est la maltraitance. Vous savez, plusieurs praticiens, ceux qui ont fini leur formation universitaire il y a 15, 20, 30 ans, n'avaient jamais entendu parler de la maltraitance dans leur cours. Maintenant, on leur en parle et on les prépare à intervenir. Donc, je pense, entre autres, mais pas uniquement aux praticiens du domaine de la santé et des services sociaux. Je pense aux gens qui interviennent dans différents services de police. Je pense aussi à tous les gens qui interviennent dans des services qui sont très intégrés dans la communauté. Un exemple qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle la popote roulante au Québec, donc les services de portage de repas, où les gens, en allant livrer des repas, peuvent être des témoins de grandes situations, soit de violence, soit de négligence. Donc, l'importance d'en parler aux intervenants, l'importance aussi de préparer les bénévoles. Si vous avez à préparer des activités dans lesquelles vous souhaitez sensibiliser les aînés à ce qu'est la maltraitance et ce qu'est la demande d'aide, les aînés nous ont quand même dit dans le projet d'AMIA qu'ils avaient des attentes spécifiques envers les gens qui vont animer. Premièrement, ça leur prend une information qui est fiable. Donc, on ne peut pas arriver avec une information qui est générique. Ça veut dire qu'il faut arriver avec des informations qui sont drôlement bien préparées où on sait où référer les gens. Il faut avoir une information dans laquelle on peut avoir confiance, donc, et que les gens vont aussi dégager dans leur posture d'animateur une posture de confiance. Donc, une posture de confiance, c'est je vous présente des informations et après, je serai en mesure de vous accueillir. Et tout ça, les gens appelaient ça une approche plus professionnelle ou une approche plus adaptée. Donc, l'adaptation du langage pour rejoindre différents publics et surtout, ce qu'on a vu dans les activités d'animation, et ça se produit presque à chaque fois, c'est l'importance, quand l'activité se termine, de rester sur place et de rester disponible parce que c'est après un exposé. Par moment, ça peut être après avoir vu une publicité sur la maltraitance à la télévision qu'un aîné va se décider à en parler, à faire une demande d'aide. Donc, il faut être en mesure de rester là, de les accueillir et de pouvoir les diriger. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont soit au Québec ou au Canada, j'ai fait une diapo supplémentaire, mais je m'excuse pour les gens qui sont à l'extérieur, je ne pouvais pas faire une diapo qui était complète sur toutes les ressources à travers le monde. Donc, au Canada, il faut savoir que les ressources pour la maltraitance envers les aînés varient selon les provinces et les territoires. Et nous avons le réseau canadien de prévention du mauvais traitement, le Canadian Network for Prevention of Elder Abuse, qui est très, très actif et qui a sur son site Internet un bouton orange tout au haut de l'écran qui s'appelle Find Help, ou trouver de l'aide, ou trouver des ressources. Donc, vous pressez sur ce bouton et vous avez la série de ressources par province. C'est important donc de vous y adresser. Pour le Québec, écoutez, je vous présente une sélection parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup de ressources qui peuvent être mobilisées. Je vous invite, si vous voulez avoir un aperçu complet, à aller visiter le site Internet du gouvernement du Québec. Dans l'onglet, vous tapez « Maltraitance envers les aînés » et encore là, vous allez avoir une liste de ressources et à la fois d'aide et de ressources. J'insiste sur un élément qui m'apparaît hyper important. Nous avons la chance au Québec d'avoir une ligne d'écoute entièrement dédiée à la lutte contre la maltraitance envers les aînés qui s'appelle la ligne Aide Abus Aînés. Je vous ai mis le numéro à l'écran. Cette ligne-là, c'est des écoutants professionnels, donc c'est des gens qui sont formés, spécialisés dans le domaine. Ils sont là de 8 heures le matin, 8 heures le soir, 365 jours par année. Et si vous aviez appelé entre 8 heures le soir et 8 heures le matin, il y a un répondeur et on vous fait un suivi rapide. Cette ligne-là prend les appels, évidemment, des personnes aînées,
mais aussi de l'entourage des aînés, du voisinage, et a un service pour les intervenants qui sont confrontés à une situation complexe de maltraitance et qui voudraient avoir un coaching particulier. Donc, c'est une ligne qui est pleine de ressources. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est très chanceux parce que cette ligne-là est une ligne d'écoute professionnelle qui est en place depuis le 1er octobre 2010. Donc, on a quasi 10 ans d'expérience. Et elle avait été précédée d'une ligne qui était à ce moment-là plus opérée par des bénévoles. Évidemment, s'il y a des urgences au Québec, on fait le 911, donc à la fois des urgences santé, des urgences hospitalières. Il y a aussi, on a une loi qui nous amène à faire du signalement soit obligatoire, soit renforcé de situations de maltraitance envers les aînés. Et cette loi-là prévoit, entre autres, tout le rôle très, très important du commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et ça, il y a un commissaire pour chacun des CIS et des CIUS. Donc, petite parenthèse, le signalement est obligatoire pour des situations de maltraitance en CHSLD et pour des personnes sous régime de protection. Il est renforcé, donc fortement suggéré pour toute autre situation de maltraitance. Il y a aussi au Québec, nous avons la chance d'avoir la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a un article qui s'appelle l'article 48 sur l'exploitation des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, on peut appeler à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Et je m'arrête, et je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait un tour exhaustif de toutes les ressources, mais il y a quand même plusieurs organismes communautaires et associations d'aînés qui ont fait des programmes et qui ont, par moment, une spécialité, d'autres fois un programme particulier pour venir en aide aux personnes âgées qui sont maltraitées. Je pense à Dira Esprit, mon partenaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était vraiment là depuis des années. On a une collaboration extraordinaire. Le réseau FADOC, donc, qui est un réseau qui regroupe quand même 1,5 million de personnes âgées au Québec, qui ont eu des animations qui ont été partagées entre aînés et policiers pour sensibiliser sur la maltraitance. Et aussi le programme SAVA, soutien aux aînés victimes d'abus. Vous pouvez aussi faire une petite recherche sur Internet. Donc, je m'arrête là-dessus parce que j'ai bien atteint mon objectif. Il est 10h30, pas mal pile poil. Je vais m'arrêter. Je vous dis un grand merci. Je suis plus qu'intéressée à entendre vos commentaires, vos questions, qu'on se mette en dialogue. Je vous avais promis un site Internet, vous l'avez ici, www.maltraitancedesainées.com. C'est un site Internet sur lequel vous trouverez les 2 guides d'Amiens dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais une foule d'autres ressources qu'on met en accès libre, et ce, en français et en anglais. Alors maintenant, place au dialogue. Merci Marie pour ta présentation. Je vais te faire parvenir quelques-unes des questions qui sont ressorties dans les commentaires. Donc, une première question qu'on a reçue était si je permets à mes enfants de ne pas payer de loyer depuis 15 ans ou que je prête de l'argent depuis des décennies sans être remboursé, est-ce que c'est de la dépendance financière ou affective ou familiale non réglée ou est-ce que c'est maintenant de la maltraitance depuis que j'ai 80 ans? Bon, écoutez, c'est une excellente question. La première réponse que j'aurais envie de donner à tout ça, c'est que chaque personne, qu'elle soit âgée ou non, est tout à fait libre de gérer son patrimoine financier comme elle l'entend. Maintenant, la réflexion qu'on se fait toujours, c'est est-ce que c'est vraiment consenti? Est-ce que c'est vraiment libre? Et on peut se poser la question, j'aime beaucoup une réflexion que les collègues de France ont entrepris il y a quelques années, de parler, est-ce que la personne est sous l'emprise d'autrui? Donc, est-ce que vraiment je gère mon argent, je fais des dons comme je le souhaite, ou est-ce que je me sens obligée, est-ce que je me sens contrainte, voire est-ce que j'ai peur si jamais je ne prête pas l'argent ou si je ne laisse pas un loyer gratuit, comme c'est le cas qui nous est donné ici, est-ce que je vais avoir des représailles? Alors, je n'aurais pas, en n'ayant pas la situation complète sous les yeux, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans ma réponse. Mais la question que je pose, et si j'étais assise avec la personne, ce serait, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous ne voulez pas que ça soit autrement? Parce que ce que les gens comprennent bien, c'est que dans le fond, leur bien, leur argent, c'est à eux. Ils peuvent en profiter, la distribuer de leur vivant, mais ils peuvent aussi choisir d'en profiter jusqu'au bout et de léguer par testament par la suite ce qu'ils voudront léguer à leurs héritiers.
qu'ils auront ici au Québec, je précise, ce seront des héritiers choisis, contrairement à ce qui peut être le cas dans d'autres juridictions, entre autres en France. Merci. Une autre question qui a fait surface, c'est comment fait-on pour aider un aîné qui vit de la maltraitance lorsque différentes instances, police, CLSC, commissariat aux plaintes, nous disent qu'ils ne peuvent pas intervenir car l'aîné est considéré apte et que c'est à lui de formuler une plainte, même si cet aîné présente un début d'atteinte cognitive ou de grands troubles auditifs? C'est une excellente question. Alors, c'est vrai que au Québec, je vous ai parlé tantôt d'une loi sur le signalement obligatoire de la maltraitance envers les aînés qui concerne plus spécifiquement les aînés qui sont en CHSLD, donc en milieu d'hébergement, et les aînés qui sont sous régime de protection. Sinon, on a une posture qui est très, très claire, c'est-à-dire que le matin de ses 65 ans, une personne âgée ne devient pas vulnérable et inapte, donc incapable de prendre des décisions. Donc, notre posture, c'est toujours une équilibration entre le respect de l'autodétermination et des enjeux de protection, où on met l'autodétermination au premier plan. Dans le cas qui nous est ici rapporté, qui est peut-être plus inquiétant, c'est qu'on nous dit que la personne aurait un début de perte cognitive. Alors, tant qu'elle n'a pas été déclarée inapte, c'est peut-être plus difficile d'intervenir en lieu et force de la personne âgée. Par contre, une des premières choses qu'on pourrait faire, ce serait effectivement d'amener la personne âgée pour faire une évaluation médicale, une évaluation cognitive, voir s'il n'y a pas lieu de mettre en place un certain nombre de balises de protection. Euh, Maintenant, si la personne continue à être considérée apte, s'il y a un travail d'accompagnement qui est fait et que éventuellement la personne, il y a des personnes quand elles sont accompagnées pendant un certain temps vont se dire finalement oui c'est de la maltraitance, je veux agir. Et malheureusement, il y en aura d'autres, effectivement, où on pourra difficilement s'interposer, toujours au nom du fait que l'autodétermination prime et que si la personne est capable de décider, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle ait eu les meilleures informations possibles pour décider, mais qu'après tout, c'est une décision qui lui revient. Merci. Juste avant de passer à une autre question, je veux juste faire un rappel là, pour les personnes qui sont anglophones parmi nous que la période de questions est bilingue. Donc, for everyone speaking English among us, I would just like to remind you that the question period is bilingual. So if you have any question, don't hesitate to write your question in the comment and on the Facebook or on the Zoom chat, and I will give your question to Marie so she can answer it. Donc, ceci étant dit, une question qui est revenue, c'est jusqu'où va la confidentialité suite à une dénonciation, que ce soit auprès du 211 ou de la ligne Aide à but aîné? Oh, c'est aussi une très bonne question. Franchement, on a un public avisé et animé ce matin. Alors, la ligne à début aîné assure une très grande confidentialité. En même temps, la ligne à début aîné peut faire un certain nombre d'interventions avec la permission des gens. Donc, va agir sans permission très rarement, mais peut réagir dans une situation de grande urgence à ce moment-là. Donc, toute la question même de la référence vers les services, si une personne est née, parce qu'il faut savoir que la ligne, les bureaux sont situés à Montréal, mais ils répondent à des appels de partout au Québec. Mais la ligne a des ententes avec chacun des CIS et des CIUS, déjeuner pour ce jargon, mais c'est notre réseau public de la santé et des services sociaux. Donc, dans chacune des régions, on a un service qui est bien structuré. Donc, le lien peut être fait, mais toujours avec l'accord de la personne âgée. Donc, ici, ce n'est pas, la ligne à début année, ce n'est pas une ligne de signalement à proprement dit, c'est vraiment une ligne d'écoute et de référence. Donc, et ils peuvent donner énormément de conseils pour que les gens cognent aussi aux bonnes portes. Donc, il n'est pas ici question de faire des dévoilements. Pour le 211, c'est une ligne que je connais moins, mais étant donné que c'est une ligne d'écoute provinciale, j'aurais tendance à penser qu'il y a exactement les mêmes règles.
Il y a une personne qui questionne dans les commentaires à savoir ce serait quoi les ressources pour les communautés autochtones qui vivent dans le nord du Québec. Il y a eu quelques bonnes réponses déjà par d'autres participants en commentaire, mais je te laisse aller de l'avant avec Oui. cette question. Ah, écoutez, le Québec a eu la bonne idée, dès le premier plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés, de mettre en place 20 coordonnateurs régionaux. Et vous allez me répondre, il n'y a pas 20 régions au Québec. Non, justement, c'était voulu. C'est qu'il y a des coordonnateurs qui sont spécialisés dans certains domaines. Et on a la chance d'avoir un poste de coordination qui est vraiment dédié aux Premières Nations. Euh, euh, Écoutez, j'ai un blanc de mémoire. Maude Ostigui, c'est un nom composé. Il me semble que c'est Lauzon. Il faudrait que je vérifie le nom. Mais il y a donc une coordonnatrice qui est 100% dédiée à la lutte contre la maltraitance et qui travaille avec les communautés culturelles. Et cette semaine, elle m'envoyait, Maude, un très beau guide qui a été préparé spécifiquement pour sensibiliser les Premières Nations et qui est hyper bien fait, dans lequel il y a des ressources. Alors, je m'excuse d'emblée à Maude si je n'ai pas dit son nom correctement. Attendez, je cherche, je ne l'ai pas sur mon Euh, téléphone. Marie, c'est bien, c'est Maude Ostigui-Lauzon. Elle se trouve actuellement dans le chat avec nous. Merci. Alors, Maude, je te dirige les gens en pleine confiance. Est-ce que je peux parler? Bien oui, vas-y. Oh oui, j'ai vu que c'était Stéphanie Léveillé, en fait, du Nunavik, qui avait posé la question. On est trois coordonnateurs, en fait, pour les Premières Nations et les Inuits. Il y a moi qui travaille pour les Premières Nations non conventionnées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, les communautés qui sont en bas de la région du nord du Québec. Donc, il y a une coordonnatrice aussi pour les CRI, qui est Madame, excusez-moi, j'ai oublié son nom, c'est Brenda House. Puis au Nunavik, c'est Annie Ogiak, en fait. Puis juste dire, peut-être mentionner, là, pour l'ensemble des Premières Nations au Québec, les ressources vont souvent être les mêmes, en fait. Quand on va produire du matériel, nous, ici, à la Commission de la santé et services sociaux, il est aussi disponible pour les communautés qui sont plus en haut dans le nord du Québec parce que nous aussi, on dessert des communautés anglophones. Puis ça va nous faire plaisir, là, Stéphanie, si tu veux rentrer en contact avec moi à nouveau, de partager les ressources qui peuvent aussi intervenir dans le nord du Québec. Peut-être expliquer aussi un peu comment on fonctionne avec les Premières Nations quand il y a des questions ou c'est quoi nos défis, nos enjeux par rapport à ça. Je vous remercie tout le monde. Merci. Merci, Maude. Oui, merci Maude. Je vais te lancer une autre question. Cette fois-ci concernant l'aptitude. On demande, selon vous, est-ce qu'il y a des améliorations à faire concernant les limites entre l'aptitude et l'inaptitude des aînés afin de mieux intervenir en cas de maltraitance? Si oui, est-ce possible à court terme? En fait, si je comprends bien la question, c'est plus sur l'évaluation de l'aptitude. Hein? Vous savez, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là ces dernières années. On est quand même tout à fait en mesure d'évaluer. Il faut savoir qu'au Québec, pour qu'une personne âgée soit déclarée inapte, la loi prévoit trois intervenants clés. Donc, une évaluation médicale, une évaluation psychosociale et aussi le troisième intervenant, c'est un intervenant de type juridique, donc soit un notaire ou un avocat. Si rien n'est contesté, le régime de protection va être mis en place, va être entériné. S'il y a des choses qui sont contestées, ça peut être débattu devant les tribunaux. Alors, c'est un résumé vite que je vous fais. On sait aussi que des gens peuvent avoir écrit un mandat de protection qu'on peut faire homologuer, mais ça prend le même type d'évaluation. Je pense qu'une des critiques qui a été faite ces dernières années, c'est peut-être à ça que la personne réfère, c'est le temps que ça prend pour avoir tout ça. Et effectivement, je pense que c'est une critique qui est revenue de façon régulière. Et on sait que les gens vont nous dire souvent que ça coûte cher parce qu'il faut aller dans le privé si on veut que ça aille plus vite. Sinon, si on passe par le réseau public, ça peut prendre plus de mois. Je vous avoue qu'il faudrait voir dans le contexte actuel qu'est-ce qui peut être fait pour effectivement améliorer ces délais-là. Mais c'est une critique et une plainte qui est revenue de façon répétée depuis plusieurs années.
Il ne faut pas oublier que cette année, on est dans une période de la réforme des différents régimes de protection par le Bureau du curateur public. Je ne saurais dire quand est-ce que tout ça va sortir, mais on s'en va quand même vers des amendements sur les régimes de protection pour avoir une protection qui est de plus en plus adaptée à chacun, donc qui va être beaucoup plus nuancée par rapport à ce qu'on avait avant entre tutelle, curatelle et protection du majeur. Je ne pourrais pas en dire plus pour l'instant, parce que, à moins qu'il y ait quelqu'un du curateur public sur la ligne qui voudrait rajouter quelque chose. Mais donc, c'est les défis qui sont là actuellement. C'est à la fois une loi qui est en train de changer et deuxièmement, des délais d'évaluation. Donc, ce n'est pas la finesse de l'évaluation qui manque, c'est les délais. C'est pas la première question qui touche au délai qui ressort, donc c'est très pertinent. Il y avait aussi une question qui disait comment est-ce qu'on fait pour protéger quelqu'un qui vit des conflits familiaux financiers alors qu'elle a des problèmes cognitifs, considérant que ça peut prendre plus d'1 an avant d'avoir un conseil de famille ou de faire homologuer un mandat. Oui, écoutez, ça aussi, c'est effectivement quelque chose qui revient de façon régulière. Donc, comment on peut faire une protection temporaire des avoirs? Écoutez, je sais que certaines institutions bancaires sont prêtes à s'asseoir avec les gens pour faire un certain nombre de protections temporaires. Il y a encore des défis de ce côté-là. Et ce n'est pas pour rien que dans le dernier plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés, le plan 2017-2022, il y a eu une attention particulière qui a été mise sur toute la question de la maltraitance financière, l'exploitation financière. Et il y a un travail qui est fait notamment en partenariat avec l'autorité des marchés financiers. D'ailleurs, il y a eu des sensibilisations faites auprès des aînés, les chambres de notaires, le milieu bancaire. Donc, on devrait voir encore plus d'informations sortir sur ce volet-là, mais on sait que c'est une préoccupation qui est très grande. Je crois que de mon côté, on a fait pas mal le tour des questions qui sont sorties. Si jamais il y avait des gens qui avaient d'autres questions ou qui voudraient que Marie commente sur un sujet en spécifique, je vous inviterai à l'écrire. Ou si jamais on a manqué une question qui est importante et qu'on ne l'a pas posée, vous pouvez la remettre de l'avant, s'il vous plaît. Quelqu'un qui demande si les policiers sont suffisamment formés en maltraitance. Ah, ça aussi, c'est une question qui me plaît. Franchement, ça va bien ce matin. Alors, j'ai eu le bonheur, moi, de 2013 à 2016, de travailler avec le service de police de la Ville de Montréal, où on a développé vraiment un partenariat extraordinaire, tout un programme d'intervention particulière pour travailler auprès des aînés maltraités. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Internet de la Charte. Ça s'appelle IPAM, IPAM. Ça tient pour Intervention policière auprès des aînés maltraités. Ce que je peux vous dire, c'est que le projet de recherche-action est terminé, mais que c'est resté une pratique pérenne au service de police de la Ville de Montréal, dans lequel l'ensemble des policiers sont mieux formés pour travailler auprès des aînés, mais en plus de ça, dans chacun des postes de police et aussi dans les grands postes de secteur, il y a des policiers spécialisés sur l'intervention auprès des personnes âgées. C'est souvent des agents sociaux communautaires. Ceci étant dit, vous allez me dire, il n'y a pas que Montréal, il y a plusieurs services policiers un peu partout. Effectivement, on en a une trentaine au Québec. J'ai la chance, moi, de siéger sur la commission de recherche et de formation de l'École nationale de police du Québec. Et je peux vous assurer que de ce côté-là aussi, ces dernières années, il y a eu beaucoup de travail de fait pour introduire des éléments sur la maltraitance envers les aînés dans les situations pratiques, entre autres quand nos policiers sont dans la dernière portion de leur formation, donc quand ils sont à l'École nationale de police ou l'Académie de police. Donc, il y a des mises en situation qui traitent spécifiquement des aînés. Donc, oui, je pense qu'il y a un travail très grand qui a été fait de ce côté-là et il nous faut continuer. Je pense que tous les services de police sont conscients du fait qu'on est dans un Québec vieillissant. C'est la même chose au Canada, c'est la même chose dans tous les pays du monde. Donc, mon commentaire, ce n'est pas juste un commentaire pour le Québec, c'est un commentaire pour partout. Comment bien se préparer à accompagner les aînés? Comment, au départ, briser des stéréotypes? Il faut voir que nos jeunes policiers, ceux qui ont eu un cheminement linéaire, qui sont passés après le secondaire vers le cégep et qui sont ensuite allés à l'École nationale de police, souvent sont dans le début vingtaine.
ils ont peut-être côtoyé peu de personnes âgées, mis à part leurs familles proches, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Donc, comment on peut travailler à continuer à élargir cette vision-là? Et un des effets du programme IPAM que j'ai envie de vous partager, parce que pour moi, il a été important, c'est que les policiers nous confiaient que régulièrement, ils avaient des appels répétés en provenance des mêmes adresses. Et souvent, c'était des personnes âgées qui étaient à ces adresses-là. Et quand les policiers se rendaient, il n'y avait pas nécessairement quelque chose de criminel qui se passait. Donc, pour eux, ils disaient c'est du social. Et quand c'est du social, ben, ils étaient plus limités dans leur intervention. Donc, dans le modèle IPAM, une des choses qu'on a demandé, c'est que même dans ces situations-là, il y ait toujours un rapport de police et que les policiers fassent une référence à des organismes partenaires qui peuvent accompagner les personnes âgées. Et un des effets du programme IPAM, ça a été, entre autres, de voir une diminution importante du nombre d'appels répétitifs. Ça veut donc dire que les gens rappelaient la police parce qu'ils ne savaient pas où appeler et qu'à partir du moment où on leur a donné des références pour des services qui peuvent les accompagner effectivement, ben, on est capable de changer les choses et qu'on a l'assurance que le policier a bien fait son travail, il s'est arrêté là où il devait travailler parce qu'on ne veut pas que les policiers deviennent des travailleurs sociaux, mais on veut que les policiers soient en mesure de référer à des partenaires qui, eux, vont faire le suivi et l'accompagnement psychosocial. On change tout à fait de sujet, mais il y a une personne qui te demandait comment est-ce qu'on pouvait agir lorsqu'on était témoin de maltraitance institutionnelle en CHSLD. Oui, alors, ben, écoutez, je vais y aller avec une réponse plus pour le Québec pour l'instant, mais on pourrait y aller après pour une réponse plus générale. Donc, j'en ai déjà parlé à au moins 2 reprises ce matin. On a une loi qui nous est arrivée au Québec à la fin mai 2017, donc un petit peu plus de 3 ans, sur le signalement obligatoire de la maltraitance envers les aînés en milieu d'hébergement. C'est obligatoire pour les intervenants. On s'entend que si c'est des proches qui vont visiter, la question d'obligation ne s'applique pas de la même façon, mais en même temps, pour moi, c'est quelque chose que l'on doit faire. Et ce qui est dit donc dans la loi, c'est qu'il y a 2 endroits où on peut se référer. Appeler directement et rapidement au commissaire aux plaintes. Et je peux vous dire que les commissaires aux plaintes ont l'habitude de recevoir, les commissaires aux plaintes et à la qualité des services, ces commissaires donc ont l'habitude de recevoir des signalements et eux, ils ont un pouvoir d'enquête très, très rapide. La loi prévoit aussi que dans des cas où ce serait de nature criminelle, on peut faire un signalement à la police. À ma connaissance, dans les CHSLD, peut-être qu'on a moins le réflexe premier d'appeler la police, on a plus le réflexe d'appeler le commissaire aux plaintes, mais là, le commissaire aux plaintes, lui, peut mettre rapidement en place toute une série de mesures qui vont faire en sorte que la situation se résorbe. Et je me permets de vous donner un exemple tiré d'un autre projet de recherche à la chaire. On mène actuellement une recherche auprès des personnes aînées en situation de handicap, donc des personnes qui ont des incapacités, qui ont vécu de la maltraitance. Et ce qu'on a réalisé, que ce soit en milieu d'hébergement ou dans d'autres types de milieux, le rôle du commissaire aux plaintes a été fondamental dans la gestion de plusieurs dossiers, en particulier quand la maltraitance survenait dans un contexte de dispensation de soins et de services. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel au commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Ça, c'est ma réponse très québécoise. Dans les autres juridictions, il faudrait vérifier à ce moment-là qui joue le rôle de ombudsman dans les différents milieux d'hébergement. Je pense que ça varie selon les provinces, les pays, donc je ne serai pas en mesure de répondre pour tout le monde, mais je suis convaincue que dans chacun des milieux, il y a toujours quelqu'un qui a la fonction soit d'ombudsman ou de commissaire aux plaintes. Parce que chacun des milieux, on doit pouvoir se plaindre et on doit pouvoir être entendu. Et on doit surtout, après avoir été entendu, avoir la conviction qu'il va y avoir un suivi qui est fait de la plainte. On vient d'avoir notre première question en anglais. Donc, someone is asking, do you consider the lack of adequate staffing and training in our long-term care homes as a form of governmental or institutional ageism or neglect? Oh, this is also a very good question. So if you're living in Quebec right now and you're following the premier, which is François Legault, at one point he said himself that what was going on in
certain nursing homes, and I'm very, very prudent here. It's not all nursing homes, but what was going on in certain nursing homes could be qualified of institutional neglect. So when the premier is using the word, then I'm not ashamed of using it myself. So I think it's been a long time that a certain number of issues have been identified in nursing homes. A question about the number of staffing, the quality of staffing, the turnover of staffing, and it raised management issues, and it raised all questions of quality of cure and care. So we are in the middle of something very important right now. We know that there will be a series of inquiries on what occurred, but I think we can use the words that there has been some management important issues, and also that has resulted in some forms of neglect of older adults. Merci Marie. Je ne sais pas si tu voudrais peut-être traduire ta réponse en français là, pour les gens francophones qui sont parmi nous, puis peut-être faire un petit mot de la fin en anglais et français puisqu'on s'approche de la fin du webinaire. Oui, parfait. Alors, la question qui m'était posée en anglais était sur ce qui s'est passé dans les milieux d'hébergement. J'ai présumé que la question venait du Québec, donc j'ai donné une réponse à la fois au Québec, pour le Québec, puis après ça, une réponse plus large. Donc, est-ce qu'on peut, entre autres, parler de maltraitance organisationnelle ou institutionnelle? Et ma réponse est que M. Legault, notre premier ministre du Québec, dans un point de presse, a lui-même parlé de négligence organisationnelle. Donc, à partir du moment où le premier ministre emploie un terme, je me sens tout à fait justifiée de l'utiliser moi aussi. Je pense que la situation qu'on a vue ces derniers mois a ramené beaucoup de réflexions sur la qualité des soins et des services. On a nommé des problèmes à la fois d'un nombre insuffisant de membres de personnel, soit des membres de personnel non formés, soit du membre de personnel qui tourne. Donc, toutes ces questions-là font l'objet maintenant d'enquêtes, comme vous le savez. Il faut se rappeler que ce n'est pas dans tous les milieux. On a vu des milieux d'hébergement qui ont très bien traversé la crise, donc qui ont moins bien traversé la crise, et même des milieux d'hébergement dans lesquels il y a eu beaucoup de décès, mais qui ont été capables de composer en gardant un niveau élevé de soins et de services. Donc, on est plusieurs à attendre les résultats des différentes enquêtes et on est très convaincus qu'on aura un portrait qui va nous permettre de comprendre de façon globale ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais aussi de façon très, très ciblée, en sachant que des milieux ont été nettement moins bien, voire pire que les autres. So it's time to conclude. We've been together for 1 hour now. Thank you very much for being here this morning with us. Like I said earlier, the important thing is to talk about it. Donc, parlons de la maltraitance. Merci de votre présence parmi nous ce matin. C'est ensemble, à plusieurs voix, que nous allons réussir à enrayer le problème social qui est la maltraitance envers les aînés. Je rappelle que nous sommes privilégiés parce qu'on a un certain nombre de comités de travail au Québec où on travaille avec des représentants du gouvernement, des intervenants, des coordonnateurs régionaux de lutte contre la maltraitance, des bénévoles, des associations d'aînés et la recherche. Il faut poursuivre ce dialogue-là intersectoriel si on veut arriver à changer des choses. It is really important for me to continue to have an intersectorial dialogue between government, practitioners, older adults and their associations, and research. It's the only way I think that we will be able to continue to raise awareness and to counter elder abuse. Alors à tout le monde, je vous dis bonne journée du 15 juin, journée du ruban mauve, journée de la lutte contre la maltraitance. So to everyone, I wish you a very good day on this June 15th. It's the Purple Ribbon Day or the World Elder Abuse Awareness Day. Au revoir.